Nous avons appris en classe de première qu'à l'échelle astronomique, c'est-à-dire pour les très grandes distances, l'interaction qui prédomine, c'est l'interaction gravitationnelle. Isaac Newton, au XVIIe siècle, a découvert que deux objets massifs s'attirent toujours l'un vers l'autre, et il a proposé de modéliser cette interaction, cette attraction, par un vecteur qu'il a nommé une force. Ainsi, dans cet exemple, la Lune, représentée par un point A, exerce une force sur l'astéroïde, représenté par un point B, et cette force peut se noter F de A sur B. Elle est toujours attractive, donc la force est dirigée de B vers A. La force de gravitation permet donc de modéliser l'interaction entre deux objets massifs. C'est Newton également qui a montré que cette force a une valeur proportionnelle au produit des masses des deux objets, et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Le coefficient de proportionnalité est appelé constante universelle de gravitation. Pour exprimer la force de A sur B, on fait donc apparaître la valeur de cette force, et un vecteur unitaire qui va indiquer la direction et le sens de cette force. Si je choisis comme vecteur unitaire le vecteur UAB, c'est-à-dire un petit vecteur de norme 1 orienté de A vers B, alors l'expression de la force doit faire apparaître un moins pour indiquer que la force, elle, est attractive, elle va de B vers A. En effet, l'astéroïde est attiré vers la Lune. La force de gravitation est donc toujours attractive. À la surface de la Terre, la force de gravitation correspond tout simplement au poids, et on peut retrouver à partir de cette expression la formule vue précédemment, P poids égale masse fois petit g étant la pesanteur que l'on peut déduire en fait de cette expression. Nous allons étudier le mouvement des planètes et des satellites en considérant qu'ils sont en orbite circulaire, même si ce n'est pas rigoureusement exactement le cas comme nous le verrons après. C'est une assez bonne approximation. Alors les planètes sont en orbite autour du Soleil, les satellites sont en orbite autour de la planète à laquelle ils appartiennent, et nous pouvons donc considérer que dans le référentiel lié à l'astre autour duquel ils tournent, leur mouvement est donc circulaire. La Terre par exemple a un mouvement que l'on peut considérer comme circulaire autour du Soleil. Si on représente la force de gravitation qu'exerce le Soleil sur la Terre, elle est donc dirigée toujours selon le rayon du cercle, c'est-à-dire toujours vers le centre de la trajectoire, puisque le Soleil se trouve au centre du cercle. On peut donc généraliser ça à peu près toutes les planètes du système solaire, ou à peu près tous les satellites qui se trouvent en orbite autour des planètes. On va noter petit m la masse de la planète ou du satellite, on va noter grand R le rayon de l'orbite, et on va noter grand M la masse de l'astre central, donc qui peut être le Soleil ou la planète pour un satellite. La force de gravitation qu'exerce l'astre sur la planète, ou sur le satellite, s'écrit donc, comme on l'a vu précédemment, moins g fois le produit des masses, divisé par la distance au carré, qui est ici le rayon de l'orbite au carré, fois le vecteur unitaire UAP. Alors comme nous avons un mouvement circulaire, à partir de là, il va être préférable d'exprimer ce vecteur dans le repère de Freinet, qui est le repère tournant, donc c'est un repère qui tourne en même temps que la planète. Alors on rappelle que le repère de Freinet est basé sur deux vecteurs unitaires, un vecteur UN, qui veut dire qui est le vecteur normal, qui est dirigé tout le temps vers le centre de l'orbite, le centre du cercle, vers l'intérieur, et le vecteur UT, qui est dirigé selon la tangente à la trajectoire, orienté dans le sens du mouvement. Donc c'est un repère tournant, ce qui fait que le vecteur UN, en particulier, reste tout le temps orienté vers le centre de la trajectoire. Si on exprime donc la force de gravitation dans le repère de Freinet, ça va être pratique puisque le vecteur UN est dirigé donc dans le même sens et dans la même direction que la force de gravitation. Et le vecteur UN est un vecteur unitaire, sa valeur vaut 1. Donc la force de gravitation F de A sur P s'exprime donc G fois le produit des masses divisé par le rayon au carré fois UN, le signe moins a disparu, puisque le vecteur UN cette fois est orienté dans le bon sens, dans la bonne direction et dans le bon sens par rapport à la force, le vecteur noté en bleu. À partir de là, on peut exprimer la deuxième loi Newton. Somme des forces exercées sur la planète est égale à sa masse fois son accélération. Alors on est la planète est en mouvement dans le vide spatial, donc il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas d'air, donc les forces de frottement sont nulles, et si on considère comme seule force de gravitation celle exercée par l'astre central, et qu'on néglige toutes les autres, on peut donc écrire que la somme des forces est égale simplement à F de A sur P, et donc égale à la masse fois l'accélération. Donc si on remplace F de A sur P par l'expression qu'on a trouvée au-dessus, on obtient cette équation dans laquelle on remarque que à gauche comme à droite se retrouve la masse de la planète, qui va donc pouvoir être simplifiée, on peut l'enlever, et on se retrouve donc avec l'accélération égale grand G fois la masse de l'astre central, divisé par le rayon de l'orbite au carré, fois UN. Alors à partir de là, on a besoin
de se rappeler d'une expression qui est l'accélération dans le repère de Freinet, qui est une expression qu'il faut connaître par cœur, donc on va pas démontrer. Voilà, elle se démontre, mais on va pas le faire au niveau terminal. L'accélération dans le repère de Freinet s'écrit v carré sur r selon le vecteur un, plus la dérivée de la valeur de la vitesse par rapport au temps selon le vecteur ut. Voilà. Et on voit donc apparaître, pour le bac, là, les deux seules expressions qui sont à connaître par cœur en réalité dans ce chapitre. Donc l'accélération dans le repère de Freinet, il faut vraiment l'apprendre par cœur, et la force de gravitation dans le repère de Freinet également, qu'il faut connaître par cœur. Voilà. C'est les deux seules choses à connaître par cœur, le reste étant à savoir redémontrer. Alors si on fait un bilan de ce qu'on vient de montrer, on a montré avec la deuxième loi de Newton que l'accélération s'écrit comme ça, et nous n'avons pas montré, mais il faut le savoir, l'accélération dans le repère de Freinet s'écrit comme ça. Ces deux expressions étant égales, nous allons pouvoir rapprocher, nous allons pouvoir identifier les deux composantes sur un, qui sont donc égales entre elles, donc g fois la masse de l'as divisé par le rayon carré, qui est égal à v carré sur r. Alors si on simplifie un tout petit peu cette équation, on peut faire passer le r par exemple de l'autre côté, hein, et donc on se retrouve avec v carré égale g fois la masse de l'astre divisé par le rayon de l'orbite, ce qui donne encore v égale racine de g fois grand M sur r. Et d'un autre côté, sur le vecteur ut, avec la deuxième loi de Newton, nous avons montré que la composante sur ut est nulle, hein, il n'y en a pas en fait, et donc ça nous permet de dire que la dérivée de la valeur de la vitesse par rapport au temps est nulle. Ce qui veut dire que la valeur de la vitesse est constante. Voilà, la planète, lorsqu'elle est en orbite circulaire, se déplace à une vitesse de valeur constante. Alors attention, le vecteur vitesse, lui, change en permanence, puisque la planète tourne, hein, et donc la direction, la vitesse reste tangentielle, donc sa direction change en permanence, et donc le vecteur vitesse, lui, varie. Sa norme ne varie pas, donc la valeur de la vitesse est constante, mais le vecteur vitesse, lui, varie. Hein, c'est pour ça que la planète a une accélération. Donc c'est un petit peu paradoxal, hein, elle a une vitesse en valeur constante, mais elle a une accélération car le vecteur vitesse varie. Voilà. Conclusion, donc, lorsqu'un objet est en orbite circulaire, sa vitesse est constante, et son expression a été démontrée ici, elle dépend uniquement de la masse de l'astre et de sa distance à celui-ci, c'est-à-dire du rayon de l'orbite. Alors Kepler était un physicien qui a vécu avant Newton, hein, qui a fait de nombreuses observations du ciel, et qui a observé que les planètes, tous les astres en fait qui étaient en orbite autour du Soleil, avaient des trajectoires et des mouvements qu'il a essayé de comprendre. Donc il a formulé plusieurs lois, la première, qu'on appelle la loi des orbites, dans laquelle il explique que autour du Soleil, hein, un objet ou une planète a toujours un mouvement dont la trajectoire est une ellipse. Donc une ellipse, c'est un cercle un peu aplati, hein, on pourrait assimiler ça à un ovale. C'est une forme géométrique qui possède deux points particuliers qu'on appelle les foyers, qui correspondent un petit peu pour un cercle au centre. Hein. Et en tout cas, c'est à partir de ces deux points qu'on peut tracer l'ellipse. Voilà. Et donc Kepler explique que le Soleil occupe l'un des foyers de l'ellipse, et l'astre, donc, enfin la planète ou l'objet, est en orbite sur cette ellipse. Voilà. Alors nous, on a montré que, on a expliqué juste avant que la plupart des planètes, en réalité, dans le système solaire, la plupart des satellites, ont une trajectoire circulaire. Alors en fait, ce n'est pas incohérent, hein, simplement, un cercle est une ellipse particulière dans laquelle les deux foyers sont confondus, correspondent au centre du cercle, et le rayon donc, est le seul paramètre qui permet de décrire le cercle. Alors Kepler remarque aussi, en observant le mouvement donc, en orbite de certaines planètes, que lorsque la trajectoire est un cercle, la vitesse est constante, c'est ce que nous avons démontré précédemment, mais il remarque aussi que pour certains objets, notamment pour les comètes, qui ont une trajectoire qui est vraiment elliptique, la vitesse n'est pas constante et qu'elle est plus rapide lorsque l'objet passe proche du Soleil, hein, et qu'elle est plus lente lorsque l'objet est loin du Soleil. Il formule donc une deuxième loi, qu'on appelle la loi des airs, alors qui s'exprime mathématiquement d'une façon un petit peu compliquée. Hein. Il stipule que le segment de droite reliant les centres de masse du Soleil et de la planète balaye des aires égales pendant des durées égales. Alors c'est un petit peu compliqué, ce qu'il faut simplement retenir, c'est que la valeur de la vitesse d'une planète, le long de sa trajectoire elliptique, n'est pas constante. Elle est constante en fait que si la trajectoire est un cercle. Mais si c'est une ellipse, elle n'est pas constante, on l'a vu, elle est maximale lorsque la planète est la plus proche du Soleil. Voilà. Et enfin, la troisième loi de Kepler, la loi des périodes, qu'il faut savoir démontrer, qu'on va pouvoir redémontrer à partir de ce qu'on a trouvé précédemment. Alors il faut déjà rappeler ce qu'on appelle la période, hein, pour un objet en orbite circulaire, comme pour la Terre par exemple, autour du Soleil, ce qu'on appelle la période de révolution, et qu'on note généralement grand T, c'est la durée de parcours d'une orbite. C'est le temps qu'il faut pour faire tout le tour complet.
Alors on peut, une première façon de la définir, hein, une période c'est une distance divisée par une vitesse. Or la distance qui correspond au tour complet de l'orbite, hein, si c'est une orbite circulaire, c'est donc le périmètre du cercle en fait. Et le périmètre du cercle, si on se rappelle bien, c'est 2π fois le rayon. Donc la période, on peut d'abord l'exprimer comme ça, 2π fois le rayon divisé par la vitesse de la planète sur son orbite. Voilà, nous on a démontré précédemment que la vitesse s'exprime de cette manière-là. Et si on rassemble ces deux expressions, on a donc la période qui est égale à 2πr divisé par racine de g masse de l'astre sur le rayon. Voilà. On peut simplifier encore cette expression, notamment enlever la racine en mettant tout au carré. Et lorsqu'on a tout simplifié, on obtient t carré égale 4π carré fois le rayon au cube divisé par gm. À partir de cette expression, en fonction du problème demandé, hein, pour un exercice du bac par exemple, on peut faire plein de choses, puisque on met en relation la période, le rayon de l'orbite, la masse de l'astre au centre, hein. Donc on peut nous demander différentes choses. Une des applications par exemple, c'est l'étude des satellites géostationnaires. Les satellites géostationnaires, c'est ceux qui sont en rotation orbitale synchrone avec la Terre, c'est-à-dire qui tournent en même temps. Voilà, la Terre tourne en 24 heures, hein, sur elle-même. Alors un satellite géostationnaire, en fait, il va tourner exactement en même temps que la Terre, avec la même vitesse de rotation. L'avantage, c'est qu'il reste positionné toujours au-dessus du même point, la surface de la Terre. Donc c'est pratique, par exemple, pour l'observation terrestre, pour prendre des photos. La période de révolution d'un satellite géostationnaire correspond à 24 heures, 86 400 secondes. Et à partir de là, on peut calculer le rayon de l'orbite, en utilisant la formule qu'on a démontrée. On trouve 42 200 km. On peut en déduire, connaissant le rayon de la Terre, l'altitude par rapport à la surface, 35 800 km.